Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer mes petites capsules sur la physique que j'ai entrepris durant le courant de l'hiver. Et pour terminer cette série, je vais compléter l'histoire de la physique d'Aristote à James Clerk Maxwell. Et j'étais rendu à Isaac Newton. Et j'ai dû me documenter énormément sur Isaac Newton parce que on le connaît très mal. Et j'ai réalisé en étudiant Isaac Newton que c'était une sommité de son époque et que il a fait de très grandes choses, comme on sait, là. Là, j'avais débuté mon petit vidéo sur Isaac Newton. Comme on le sait, Isaac Newton est né un 25 décembre en 1642 et est décédé en 1727, soit vers l'âge de 85 ans. Ici, je fais la partie 3 de James Clerk Maxwell, de Aristote à James Clerk Maxwell, la partie 1A. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, Isaac Newton a tellement été important au cours du siècle où il a existé qu'on ne peut pas faire une vidéo qui a une certaine valeur sans en faire plusieurs, parce qu'il a été tellement important. Aussi important, même plus, je dirais, que Albert Einstein en 1905. Qui était Isaac Newton? Isaac Newton était un homme très, très réservé et, je dirais, d'une timidité exemplaire. Il n'aimait pas la controverse. On va le voir au cours de l'histoire d'Isaac Newton, qu'il était très, très réservé. Et que vraiment, il n'aimait pas la controverse. Comme Albert Einstein, Isaac Newton a eu son année mirabilis, soit en 1665. Comme on le sait à cette époque, l'université où il étudiait a dû être fermée à cause de la peste qu'il y a eu en Europe durant ces années-là. Et l'université a été fermée durant 18 mois. C'est pourquoi il est retourné chez sa mère, ses parents, pour attendre que l'université reprenne ses enseignements. Ça a pris 18 mois. Parce que la peste était une maladie qui n'était pas contrôlable dans le temps, là. Et comme on le sait, en Europe, il y a des millions de personnes qui sont mortes de la peste. Et durant cette période, Isaac Newton a réussi à expliquer et comprendre la théorie de la gravitation universelle. Nous, quand on voit la petite école, on nous parle d'Isaac Newton comme celui que l'attraction était inversement proportionnelle à la distance au carré à partir du centre de la Terre, et la force égale ma, et ensuite que l'action est égale à la réaction. Mais moi, avant que j'entreprenne des lectures plus poussées sur Isaac Newton, c'est tout ce que je savais de lui. Mais il a été très, très important au cours du siècle où il a vécu. Et sa théorie est restée... ça, il n'en a pas parlé. Quand il a concocté ça, il est revenu à l'université, il n'a pas publié ça, là, il a gardé ça pour lui. C'était un type très réservé, il me fait penser un peu à Albert Einstein. C'était un peu le même genre, là, disons, un scientiste solitaire qui faisait des découvertes, là, disons, de façon solitaire. Et Isaac Newton, quand il a concocté
ses théories sur la gravitation universelle, il n'y a personne, il n'y a absolument personne qui pouvait s'imaginer comment le système solaire avec la gravitation fonctionnait. Donc, je conclurai que Isaac Newton, ben, je ne conclus pas, là, je présume qu'Isaac Newton était un aussi grand et génie qu'Albert Einstein, et même de supérieur à Albert Einstein, parce qu'il était seul à comprendre ce qui se passait dans le système planétaire à cette époque. Et il a publié toutes sortes de choses au cours de son existence, mais de façon par bride. Il a publié sur sa théorie sur la théorie des couleurs, là, en 1772. Et comment est-ce que je dirais ça? Donc, là, tout de suite, là, lorsqu'il a publié ça, il y a eu une polémique là, entre Hooke, un membre de la Royal Society, tout comme Isaac Newton qu'il était, au sujet de cette théorie, parce que Newton disait à cette époque que la lumière était composée de corpuscules. Et Hooke lui disait que c'était composé, c'était des ondes, que la lumière se transmettait par ondes. Et Isaac Newton avait répondu à Hooke que sa théorie des couleurs faisait abstraction totalement de quoi la lumière était composée, soit ondulatoire ou corpusculaire. En voulant dire que sa théorie était au-dessus de ça, que ce soit des ondes ou des corpuscules, que sa théorie sur la lumière, la diffraction de la lumière était correcte. Comme on le sait, il disait que la lumière était composée avec un prisme qui avait réussi à décomposer la lumière blanche, qui était composée des couleurs primaires. Et ça, peu importe que ce soit ondulatoire ou corpusculaire, Newton disait que sa théorie était correcte. Et il y en avait un autre de la Royal Society qui s'appelait Edinburgh, du nom de qui lui avait attisé le feu parce qu'il savait que Isaac Newton n'aimait pas la controverse entre Hooke et Newton. Là, Newton avait répondu à Hooke qu'il ne publierait jamais rien. Il ne publierait plus jamais rien au sujet de la science, là, parce qu'on le sait, il n'aimait vraiment pas la controverse. Et si je reviens à l'histoire de la gravitation universelle, au cours de son année Mirabilis, Newton avait réalisé que avec son histoire de la pomme, que la Lune tombe continuellement sur la Terre. Et que si ce n'était pas le cas, elle disparaîtrait du paysage, elle passerait une fois et on ne la verrait plus. Newton disait que la Lune tombait continuellement sur la Terre. C'est pourquoi elle revenait tout le temps à période prédéterminée. On la voyait de différents quartiers là, parce qu'elle tournait autour de la Terre. Et ensuite de ça, il réalise, elle tombe autour, comme la pomme tombe à terre, la Lune tombe continuellement sur la Terre. Mais Isaac Newton, en grand génie qu'il était, il ne fait pas que constater. Il va démontrer que ceci est vrai mathématiquement et que la force de gravitation est inversement proportionnelle au carré de la distance à partir du centre de la Terre. Ça, c'était la théorie de Newton à laquelle il a gardé secret durant une vingtaine d'années. Il n'a pas publié ça tout de suite là, parce que
il avait été échaudé avec la controverse sur sa théorie des couleurs. Évidemment, il était tellement en avance sur son temps que la moindre petite chose qui pouvait avancer, qui était inédit, suscitait la controverse. Parce que voulez-vous, il était vraiment en avance sur son temps, Isaac Newton. Et comme les planètes, ce que Kepler avait démontré, tournent autour du Soleil de façon à former une ellipse. Non pas un cercle comme on avait pensé un peu avant Kepler, là. Et pour prouver sa théorie sur la gravitation, Newton a dû, imaginez-vous, inventer un genre de calcul différentiel parce qu'il ne pouvait pas calculer directement, vraiment, sa formule que l'attraction est inversement proportionnelle à la distance au carré. Quand c'est un cercle, c'est facile. Le rayon est toujours le même. Mais quand c'est une orbite, une ellipse, c'est à toutes les fois que la planète se déplace, la distance n'est plus la même. Et à cette époque, il y avait l'Allemand Leibniz qui avait inventé un genre de calcul différentiel qui était un peu supérieur à celui d'Isaac Newton. Et le calcul de l'Allemand a pris le dessus sur celui-là de Newton en ce qui a trait au calcul différentiel. Mais ça n'enlève pas la valeur d'Isaac Newton d'avoir inventé un calcul différentiel pour calculer que ses théories étaient exactes sur la gravitation. Et si on revient à la lumière qui peut être une corpuscule, comme Isaac Newton le disait, il faudra attendre plus de 300 ans, imaginez-vous, pour réaliser que ce que Newton avait dit en 1672 était la vérité à propos de la lumière qui se propageait avec une corpuscule. En effet, il faudra attendre l'année Mirabilis d'Albert Einstein, 2005, pour que celui-ci nous dise que la lumière était composée de corpuscules. Et comme on le sait, James Clerk Maxwell, dont je fais un petit peu en avance là-dessus, James Clerk Maxwell qui avait dit que la lumière était une onde électromagnétique, et que évidemment que Maxwell, dans les années 1875, tout le monde avait accepté la théorie de Maxwell et que la lumière se propageait sous forme d'une onde électromagnétique et qu'il n'y était pas question de corpuscules là-dedans. Comme vous voyez, le grand Isaac Newton était vraiment un grand génie, là. Mais malheureusement, on le connaît très peu. Et son temps aussi me fait penser un peu à les années 2000, où il y a eu les grands savants comme Anton Lawrence, Henri Poincaré, Albert Einstein, Max Planck, là, ont œuvré autour des années 2000, là, pour faire avancer la physique énormément. L'époque de Isaac Newton est un peu similaire. Et comme on le sait, à cette époque, l'Angleterre dominait le monde. Les Français étaient très importants aussi. Et il y avait une rivalité, je dirais, scientifique entre les savants français et les savants de l'Angleterre, ou du Royaume-Uni, si vous voulez, là. Et dans les capsules postérieures, un petit peu plus tard, là, nous allons voir que les Français étaient très importants. Mais il ne faut pas oublier que Isaac Newton était un Anglais
et que il était vraiment, vraiment en avance sur son temps, là, avec ses théories. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine. Ça passera pas, ça. Bon. OK. Là, je ferme ça.